Ma famille a ri, lorsque j'ai hérité de la vieille maison de mes grands-parents. Des années plus tard, sa valeur a grimpé en flèche, et ils ont voulu que je la partage. Quand j'ai refusé, ils ont essayé de s'introduire par effraction, et ont fini par se faire arrêter. J'ai 28 ans, je suis un homme, et je dois vous donner quelques éléments de contexte, car un tel niveau de culot ne naît pas du jour au lendemain. Ma famille est d'origine italienne. Mes grands-parents, Enzo et Rosa, sont arrivés en Géorgie en 1962, avec rien d'autre que des valises, et beaucoup d'obstination. Ils ont acheté cette vieille maison victorienne, à Covington. Ils ont passé 40 ans à investir tout ce qu'ils avaient, dans cet endroit. 4 chambres, une véranda qui fait le tour de la propriété, et des balustrades sculptées à la main, que grand-père a fabriquées lui-même. Cet homme pouvait absolument tout réparer. Grand-mère entretenait un potager, à l'arrière, qui nourrissait la moitié du quartier. Ils ont élevé mon père dans cette maison, l'ont regardé grandir, puis déménager, et il a fini par ne plus venir les voir. Et puis, ils ont vieilli là-bas, ensemble, pendant que tout le monde les oubliait. Lorsqu'ils sont décédés, à 6 mois d'intervalle, parce que grand-mère refusait de vivre sans grand-père, la succession a été divisée selon leur testament. Ma sœur, Katharina, a reçu 95 000 € en espèces, provenant de la police d'assurance vie. Moi, j'ai eu la maison. Tout le monde a réagi comme si Katharina avait gagné à la loterie. Voyez-vous, à ce moment-là, la bâtisse tombait en ruine depuis 15 ans. Grand-père était devenu trop vieux, pour l'entretenir. Et mon père, Victor, n'a jamais pris la peine de faire 20 minutes de route, pour aider ses propres parents. Il était trop occupé à diriger son agence d'assurance, dans le comté de Newton. Trop occupé, aussi, à faire semblant de venir d'un milieu aisé, plutôt que de parents immigrés, qui s'étaient brisé le dos toute leur vie. Au moment où j'en ai hérité, l'endroit était déclaré insalubre. Je l'ai parcouru pour la première fois après l'homologation de la succession, et j'ai failli passer à travers le plancher de la cuisine. De la moisissure noire envahissait chaque salle de bain, si épaisse, qu'on aurait dit du velours poussant sur les murs. Une fissure dans les fondations courait sur toute la longueur de la propriété, si large, qu'on pouvait y glisser le poing. Le système électrique, datant de 1920, n'était, selon l'inspecteur, qu'à un jour d'un court-circuit fatal, capable d'incendier tout le pâté de maison. Des écureuils avaient carrément élu domicile dans le grenier. La véranda arrière s'était entièrement effondrée, n'étant plus qu'un tas de bois et de rouille. Le toit fuyait à 14 endroits différents. La ville avait déjà envoyé des avis, menaçant de démolition, si personne ne remettait le bâtiment aux normes. La valeur estimée, lors de la succession, était de 68 000 €, et cela correspondait surtout au quart d'acre de terrain sur lequel elle reposait. La structure en elle-même avait une valeur négative. Il aurait fallu payer un entrepreneur, à hauteur d'une somme à 6 chiffres, juste pour la démolir en toute sécurité. Katharina a pris son argent, et elle a ri. Un rire à gorge déployée, en rejetant la tête en arrière. Amuse-toi bien avec ton manoir hanté, Matteo. Moi, je serai chez le concessionnaire Audi. Ma mère lui a tapoté le bras. Tu as fait le bon choix, ma chérie. Mon père m'a simplement regardé, et a secoué la tête. Tu aurais dû insister pour partager l'argent liquide. Maintenant, tu es coincé avec ce gouffre financier. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement regardé l'acte de propriété entre mes mains, et j'ai repensé au visage de grand-père, la dernière fois que je lui avais rendu visite. À la façon dont il m'avait attrapé le poignet, pour me dire, tu es le seul, Matteo. Le seul qui comprenne. Aucun d'entre eux n'avait saisi. Il pensait que grand-père m'avait arnaqué. Il croyait qu'il avait perdu la tête à la fin, et commis une erreur. Mais il savait exactement ce qu'il faisait. Il m'a légué cette demeure, parce que j'étais le seul membre de la famille qui s'en souciait réellement. J'étais le gamin qui, à 12 ans, s'asseyait sur sa véranda, pour apprendre à restaurer le bois, pendant qu'il racontait des histoires sur l'ancien pays. J'étais l'adolescent qui descendait d'Atlanta, un week-end sur 2, pour tondre sa pelouse, et vérifier sa veilleuse de chaudière. J'étais l'adulte qui passait ses jours de congé à nettoyer leur gouttière, pendant que ma sœur publiait des selfies à la plage, depuis Destin. Katharina n'est même pas venue à ses funérailles. Elle était à Nashville, pour un enterrement de vie de jeune fille, et a prétendu ne pas pouvoir trouver de vol de retour. C'était des conneries. J'ai vérifié. Il y avait 12 vols disponibles ce jour-là.
Elle ne voulait tout simplement pas gâcher son week-end. Ainsi, lorsque grand-père m'a laissé ce tas de problèmes pourrissants, plutôt que de l'argent facile, il envoyait un message clair. Il m'a fait confiance, pour sauver ce que mon père avait abandonné. J'ai résilié le bail de mon appartement à Atlanta. J'ai emménagé dans une tente, dans le jardin, car la maison n'était pas sûre pour y vivre. Et je me suis mis au travail. Pendant 3 ans, chaque week-end, chaque jour de vacances, j'ai investi chaque centime que je gagnais, en tant qu'ingénieur en structure, dans un cabinet de conseil à Atlanta. J'ai appris la plomberie, grâce à des vidéos sur YouTube. Je me suis formé à l'électricité, avec des livres de la bibliothèque. J'ai mangé des ramens et des sandwichs au beurre de cacahuètes, pendant que j'économisais pour la réparation des fondations. Une opération qui m'a coûté 32 000 €, que je n'avais pas. J'ai contracté un prêt, sur mon épargne retraite. J'ai vendu mon beau pick-up, et acheté un vieux camion de 15 ans, qui brûlait de l'huile, mais qui roulait. Où était ma famille pendant tout ce temps? À me dire que j'étais un idiot. Mon père soutenait que je devais vendre cette poubelle à un promoteur, pour n'importe quel prix, afin de limiter la casse. Ma mère répétait que je gâchais ma vie, sur un tas de vieux bois. Katharina n'a absolument rien dit, puisqu'elle ne m'avait pas adressé la parole directement, depuis 2 ans. Elle communiquait par l'intermédiaire de mes parents, comme si j'étais un pays étranger, pour lequel elle avait besoin d'interprètes. Faisons un bond dans le temps, jusqu'à aujourd'hui. L'avis d'estimation immobilière est arrivé dans ma boîte de réception. 485 000 €. Je l'ai lu 3 fois. Ensuite, j'ai parcouru la demeure, que j'avais reconstruite de mes propres mains, et j'ai commencé à sourire. Les parquets d'origine, restaurés et vernis, jusqu'à obtenir cette belle couleur blond miel. La baignoire sur pattes, que j'avais récupérée sur un chantier de démolition à Decatur pour 60 €, et que j'avais passé 3 week-ends à remettre à neuf. Les placards de cuisine sur mesure, que j'avais fabriqués moi-même, parce que les devis des entrepreneurs commençaient à 18 000 €. Une véranda périphérique, qui correspondait exactement à l'original, parce que j'avais retrouvé les plans de grand-père, dans une boîte endommagée par l'eau, au grenier. C'était magnifique. C'était à moi. J'avais mérité chaque centimètre carré, de cet endroit. Et le vendredi suivant, ma famille a débarqué pour réclamer sa part. En me garant dans mon allée après le travail, j'ai trouvé la Cadillac noire de mon père, garée à ma place. Pas dans la rue, mais bien à ma place, juste devant les marches de la véranda, comme s'il était le propriétaire. La Lexus de ma mère était garée juste derrière. La Mercedes blanche de Katharina se trouvait sur la pelouse. Ils étaient déjà à l'intérieur. J'avais donné à ma mère le code de la serrure intelligente, 8 mois plus tôt. J'avais subi une opération de l'épaule, et j'avais besoin que quelqu'un vienne surveiller la maison, pendant ma convalescence. Je lui avais demandé d'arroser les plantes. Elle l'a fait une fois, s'est plainte que le trajet était trop long, et a ensuite cessé de venir, mais elle n'avait jamais supprimé le code de son téléphone. Évidemment, elle ne l'avait pas fait. Je suis entré chez moi, pour les trouver tous les 3 installés, comme s'ils s'apprêtaient à me faire passer un entretien. Mon père était assis, en bout de table, dans la salle à manger. Ma mère était perchée sur la chaise la plus proche de lui, le visage arborant cette expression de sollicitude blessée. Et Katharina était affalée sur mon canapé, avec ses baskets Gucci posées sur mes coussins, en train de faire défiler son téléphone. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Elle n'a même pas reconnu mon existence. Elle a continué à tapoter l'écran, avec ses faux ongles. J'ai posé mes clés sur le comptoir. Mon père est entré directement, dans le vif du sujet. Il a commencé à parler de la responsabilité familiale, et du fait que grand-mère et grand-père voulaient que la succession soit divisée équitablement. Il a affirmé qu'il était moralement inacceptable, qu'un petit enfant s'en sorte bien, pendant qu'un autre galérait. Il a ajouté qu'il avait fait des recherches, sur les prêts garantis par la valeur du domicile, et que la propriété pouvait facilement supporter un retrait de 200 000 €, aux taux actuels. Il a déclaré que je devais contracter ce prêt, donner 100 000 € à Katharina, et garder le reste pour moi, en guise de compensation pour mon travail. Il a précisé qu'il avait déjà discuté avec un agent de crédit, dans sa banque. Il a assuré que la paperasse pouvait être réglée, en 2 semaines. Il disait cela, comme s'il présentait une proposition commerciale. Comme si nous étions en train de négocier un contrat. Comme s'il ne venait pas de s'introduire chez moi, sans invitation,
pour me dicter quoi faire avec mon propre bien. Et si je dis non? Sa mâchoire s'est contractée. Ce n'est pas une négociation, Matteo. C'est ce qui va se passer. Dans ma maison, que je possède, et que j'ai reconstruite de mes propres mains. Tu l'as reconstruite avec l'argent de la famille, et sur la propriété familiale, donc tu es redevable. Je ne vous dois rien. Je l'ai dit d'un ton neutre. Sortez. La pièce a été plongée, dans un silence de mort. Le visage de ma mère s'est décomposé. Katharina a levé les yeux de son téléphone, pour la première fois. J'ai demandé quel petit enfant était en difficulté, car de mon point de vue, c'était moi qui avais mangé des ramans pendant 8 mois, tout en économisant pour les fondations. C'était moi qui avais contracté des dettes, que je remboursais encore aujourd'hui. Katharina a fini par daigner lâcher son écran. Elle a affirmé que je faisais un drame. Que j'avais choisi de faire tout cela. Que personne ne m'avait forcé à vivre comme un sans-abri, pour une vieille masure. Que j'aurais pu vendre ce taudis à un promoteur, comme papa l'avait suggéré, et partager l'argent avec elle, comme un frère normal le ferait. Je lui ai demandé ce qu'elle avait fait, de ces 95 000 euros. Elle m'a répondu que ce n'était pas la question. Je lui ai rétorqué que c'était précisément la question. Elle avait dilapidé son héritage, en seulement 18 mois. L'Audi Q5, qu'elle a détruite 8 mois après l'avoir acheté, pour la remplacer par une Mercedes. L'appartement à Midtown Atlanta, qui coûtait 2 400 € par mois. Les voyages à Miami, à Nashville, et à Cabo. Les sacs de créateurs, les chaussures, et les bijoux, que j'avais vus sur son Instagram. C'était son choix. Ma mère a commencé à pleurer, le genre de pleurs théâtraux. Elle a expliqué que Katharina croulait sous les dettes de cartes de crédit, et qu'en tant que frère aîné, j'avais l'obligation de l'aider. Elle a ajouté que c'était ce que grand-mère et grand-père auraient souhaité. Je lui ai dit d'arrêter d'utiliser des personnes décédées, pour me faire culpabiliser. S'ils avaient voulu que Katharina ait la maison, ils la lui auraient laissée. Ils ne l'ont pas fait. Ils lui ont laissé de l'argent liquide, car ils savaient qu'elle dilapiderait n'importe quoi d'autre. Mon père s'est levé. Victor mesure un m88, pour près de 110 kilos. C'est un ancien footballeur universitaire, qui n'a jamais fait le deuil de ses jours de gloire. Il a passé 30 ans à diriger son agence d'assurance, par la seule force de sa personnalité. Par l'intimidation, par les cris, et en faisant en sorte que les gens se sentent petits et stupides, jusqu'à ce qu'ils arrêtent de se disputer, et fassent ce qu'ils voulaient. Il m'a annoncé que j'allais contracter ce prêt, pour donner à ma sœur ce qu'elle méritait. Il l'a dit, comme si la décision était déjà actée. Je lui ai ri au nez. Tu délires complètement. Pardon? Tu m'as très bien entendu. Sors de chez moi, avant que j'appelle le shérif, pour vous faire expulser. Mon père a fait un pas vers moi, suffisamment près pour que je puisse sentir son eau de Cologne. Espèce de petit ingrat. Termine cette phrase. S'il te plaît, donne-moi une bonne raison. Nous sommes restés immobiles, pendant un long moment. Lui, se demandant s'il voulait me frapper. Moi, espérant fortement qu'il le fasse. Finalement, ma mère lui a attrapé le bras, pour lui murmurer quelque chose. Et l'instant de tension est retombé. Il m'a traité de déception ingrate, en sortant de la pièce. Il a dit qu'il aurait dû savoir, que je deviendrais égoïste. Il a affirmé que mes grands-parents seraient honteux, de l'homme que j'étais devenu. Je lui ai répondu que grand-père m'avait laissé cette propriété, spécifiquement, pour qu'elle ne finisse pas entre ses mains. Le visage de mon père est devenu violet, et ses épaules se sont crispées. Mais ma mère lui a de nouveau agrippé le bras, pour lui chuchoter un mot. Il m'a simplement pointé du doigt, en déclarant que ce n'était pas fini. Il a ajouté que je n'avais aucune idée, de ce que je venais de déclencher. Ils sont partis. En sortant, Katharina m'a donné un coup d'épaule, comme si nous étions au collège. J'ai changé le code de la serrure. Ensuite, je me suis assis dans ma cuisine, et j'ai bu 3 verres d'eau d'affilée. Parce que je ne bois pas d'alcool, et que j'avais besoin d'occuper mes mains. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, non pas par peur, mais parce que j'anticipais la suite. Je connaissais très bien mon père. Il ne proférait jamais de menaces, sans avoir l'intention de passer à l'acte. Peu importe ce qui se préparait, je devais me tenir prêt. La lettre de l'avocat est arrivée, 4 jours plus tard. Un courrier recommandé, avec accusé de réception.
L'enveloppe était épaisse, et semblait onéreuse, ce qui m'indiquait que mon père avait déjà dépensé de l'argent réel, pour cette affaire. La missive m'accusait de fraude. Elle prétendait que j'avais conspiré, lors de la succession, pour sous-évaluer la propriété, à mon propre avantage. Elle affirmait qu'il existait un accord verbal tacite, selon lequel je partagerais la valeur de la maison avec ma sœur, une fois qu'elle serait rénovée. On y exigeait que j'établisse ce qu'on appelle une fiducie présumée, ce qui donnerait à Katharina une participation de 50% dans ma maison. Si je refusais de m'y plier, ils intenteraient une action en justice. Ils menaçaient également de placer un privilège sur la propriété, m'empêchant ainsi de la vendre, de la refinancer, ou d'en faire quoi que ce soit, jusqu'à ce que l'affaire soit résolue, ce qui pourrait prendre des années. J'ai lu la lettre 2 fois. Ensuite, j'ai appelé la seule personne que je connaissais, qui pourrait comprendre à quel point cette situation était insensée. Damien était mon meilleur ami, depuis notre 2e année d'université. Nous étions allés à Georgia Tech ensemble. Nous avions passé des nuits blanches à étudier. Nous nous étions aidés à déménager, plus de fois que nous ne pouvions les compter. Il était également avocat spécialisé en contrat, et avait récemment quitté son cabinet, pour lancer sa propre pratique à Decatur. Il n'était pas avocat plaidant en droit immobilier, mais il connaissait des gens qui l'étaient. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant, à Decatur. J'ai tout étalé sur la table. L'héritage, la rénovation, l'embuscade, et la lettre. Il a lu la mise en demeure 2 fois, puis l'a posée. Il m'a assuré que l'argument juridique ne valait absolument rien. Une fiducie présumée nécessitait la preuve d'un accord, verbal ou écrit, stipulant que je détiendrais le bien, pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Il n'y avait aucun accord de ce genre. J'avais des messages textes datant de 3 ans, où Katharina me disait explicitement, de bien profiter de ma poubelle. Elle y affirmait être ravie d'avoir récupéré l'argent liquide. Le testament était d'une clarté absolue. La succession était définitivement close. L'évaluation avait été réalisée, par un cabinet indépendant désigné par le tribunal. Sur le papier, cette affaire était gagnée d'avance. Je devais l'emporter haut la main. Mais Damien m'a aussi prévenu, que les procès familiaux étaient très différents. Ils devenaient émotionnels. Ils devenaient laids et vicieux. Les juges essayaient parfois de couper la poire en deux, simplement pour se débarrasser du problème. Si mon père était prêt à dépenser de l'argent en avocat, il pouvait me retenir au tribunal, pendant 3 ou 4 ans. Même si je gagnais, et je savais que j'allais gagner, j'aurais dépensé 50 000 €, ou plus, en frais de justice. Je lui ai demandé ce que je devais faire. Il a répondu que j'avais besoin de quelqu'un de plus méchant que moi. Il connaissait une avocate plaidante en droit immobilier, nommée Samantha, qui avait la réputation d'être impitoyable. Elle n'acceptait jamais les affaires qu'elle ne pouvait pas gagner, et elle ne perdait jamais celles qu'elle prenait. Si ma famille voulait vraiment se battre, c'était elle qu'il me fallait, dans mon camp. J'ai appelé son cabinet dès le lendemain matin. Samantha travaillait dans une maison victorienne réaménagée, au centre-ville de Decatur. Elle avait la cinquantaine, avec le genre de regard perçant, qui vous donne envie de vérifier si vous n'avez pas fait une bêtise. J'ai apporté l'intégralité du dossier. Le testament original, les dossiers d'homologation, 3 classeurs remplis de reçus pour les rénovations, rigoureusement organisés par date et par catégorie. Des photographies avant et après, des messages textes, des courriels. La moindre pièce justificative que je possédais, rassemblée sur ces 3 années passées à restaurer cette maison. Elle a passé 90 minutes à tout examiner, en prenant des notes sur un bloc-notes juridique jaune. Lorsqu'elle a terminé, elle m'a regardé, et n'a posé qu'une seule question. Qui était l'exécuteur testamentaire, pour la succession de vos grands-parents? Mon père. Elle a esquissé un sourire. Et c'est bien lui qui a approuvé l'évaluation initiale, fixant la valeur à 68 000 €. Oui. Parfait. Elle s'est adossée à son fauteuil. Votre père vient tout simplement de se piéger lui-même. Il a certifié, de manière officielle, que cette évaluation était exacte. Et maintenant? Il prétend que c'était une fraude. Vous comprenez ce que cela implique? Il s'est incriminé tout seul. Il a creusé sa propre tombe. La question est de savoir, si vous voulez l'enterrer encore plus profondément, ou si vous voulez le laisser ramper pour en sortir. J'y ai réfléchi pendant exactement 2 secondes. Enterrez-le. Elle m'a expliqué que mon père, en tant qu'exécuteur testamentaire,
avait formellement approuvé l'évaluation d'origine. Il avait certifié devant le tribunal des successions que le partage des biens était juste et précis. Il avait prêté un serment légal, s'engageant à administrer correctement le patrimoine. S'il prétendait aujourd'hui que l'évaluation était frauduleuse, il admettait implicitement l'une des deux choses suivantes. Soit il avait lui-même commis une fraude, en approuvant sciemment une fausse estimation. Soit il avait fait preuve de négligence, dans son obligation fiduciaire, en omettant de superviser correctement le processus. Dans un cas comme dans l'autre, il venait de s'incriminer de lui-même. Si nous ripostions avec assez de force, son propre procès pourrait se transformer en accusation criminelle contre lui. Je lui ai demandé ce qu'il convenait de faire. Elle a répondu qu'il fallait contre-attaquer, et leur faire regretter amèrement d'avoir mis tout cela par écrit. En moins d'une semaine, elle a déposé une requête en jugement déclaratoire, affirmant ma propriété exclusive sur les lieux. Elle a également envoyé une lettre à l'avocat de ma famille. C'était 11 pages de pure destruction juridique. Elle expliquait très en détail comment la poursuite de cette plainte exposerait directement mon père à une responsabilité pénale pour fraude fiduciaire. La missive suggérait que chacun ferait peut-être mieux de prendre du recul, de respirer un grand coup, et de reconsidérer la pertinence de s'engager sur cette voie. Le silence radio a duré environ 10 jours. J'ai passé ces quelques journées à installer un système de caméras de sécurité, tout autour de la propriété. 4 caméras avec vision nocturne, activation par le mouvement, et sauvegarde dans le cloud, sur un serveur sécurisé. J'avais le pressentiment tenace, que j'allais en avoir besoin. Et j'avais raison. Wade était un marine à la retraite, qui vivait dans la Maison Bleue, 2 portes plus loin, avec sa femme Hélène. Nous étions devenus amis au cours de l'année écoulée. Je l'avais aidé à trouver des pièces détachées, pour la restauration de sa Mustang. Il m'avait prêté main forte pour poser des cloisons sèches, lorsque je m'étais blessé à l'épaule. Il avait 63 ans, et il était bâti comme une armoire à glace. Hélène était adorable, m'apportant toujours du pain aux bananes quand elle en préparait une fournée. Le genre de voisine bienveillante, qui se souvenait de l'anniversaire de tout le monde. C'est Wade qui m'a appelé au travail, un mercredi après-midi. Il m'a averti qu'un camion de déménagement était garé dans mon allée. 2 types en vêtements de travail chargeaient des meubles, provenant de ma maison. Mon père, posté sur la véranda, dirigeait les opérations. J'ai prévenu mon chef de projet que j'avais une urgence familiale, et je suis parti précipitamment. J'ai roulé vers chez moi, en dépassant largement la limitation de vitesse. En arrivant, j'ai trouvé très exactement ce que Wade m'avait décrit. Un camion de location. 2 gars en combinaison grise, portant mon canapé sur les marches de la véranda. Mon père se tenait devant la porte avec un porte-bloc, cochant littéralement des articles sur une liste, comme s'il supervisait le déménagement d'un bureau. J'ai appris par la suite que ma mère avait apparemment essayé quelques combinaisons sur la serrure à code, jusqu'à ce que l'une d'elles fonctionne. C'était une mesure de sécurité bien paresseuse de ma part, car je n'avais modifié que 2 chiffres. Je ne commettrai plus jamais cette erreur. Wade se tenait sur le trottoir, les bras croisés. Il s'était positionné tout près de l'extrémité de l'allée, de sorte que quiconque tenterait de partir, devrait d'abord avoir affaire à lui. Je suis descendu de mon camion, et j'ai remonté l'allée. Qu'est-ce que tu crois faire, bon sang? Mon père n'a même pas levé les yeux, et a continué à vérifier son porte-bloc. Je récupère les biens de la famille. Continuez à charger, les gars. Posez mon canapé, tout de suite. L'un des déménageurs a hésité. Mon père lui a sèchement ordonné de continuer à avancer. Tu as une ordonnance du tribunal, ai-je demandé. C'est en cours de traitement. Donc, la réponse est non. Je me suis tourné vers les déménageurs. Si vous touchez encore à une seule chose dans ma maison, je dépose des plaintes pénales. Cambriolage, et vol. Votre entreprise perdra sa licence. C'est votre choix. Le déménageur a jeté un regard à mon père, puis à moi. Ensuite, il a regardé Wade, qui s'était rapproché dangereusement. Le déménageur a délicatement posé son côté du canapé. Son partenaire a fait de même, en signe d'accord. Ils sont montés dans la cabine de leur camion, ont démarré le moteur, et ont tenté de reculer. Wade s'est alors planté en plein sur leur chemin, sans bouger d'1 millimètre. Le chauffeur a klaxonné. Wade s'est contenté de le fixer du regard. Je lui ai dit que c'était bon, et de les laisser partir. Il s'est écarté,
et le véhicule a pu démarrer. J'avais enregistré le nom de l'entreprise, ainsi que la plaque d'immatriculation en vidéo. Mon père s'est enfin tourné pour me faire face. Son visage était écarlate. Il m'a assuré que je faisais une énorme erreur, et qu'il essayait de régler ça discrètement, comme une affaire de famille. Mais que si je voulais la jouer à la dure, il m'enterrerait vivant. J'ai sorti mon téléphone, pour lui montrer les enregistrements des caméras de sécurité. 4 angles différents, où tout était filmé. L'effraction, la tentative de vol, et son aveu clair comme quoi il n'avait aucune décision de justice. Absolument tout était déjà transféré sur le cloud. Je lui ai demandé s'il voulait continuer à proférer ses petites menaces, ou s'il préférait partir, avant que je n'appelle le shérif. Il est parti. Mais Katharina a débarqué, environ 30 secondes plus tard. Elle devait sûrement attendre au coin de la rue, en surveillant la scène depuis son téléphone. Elle a de nouveau garé sa Mercedes sur ma pelouse, avant de bondir hors de la voiture. Elle a vu le canapé, toujours posé sur l'herbe. Elle a vu le SUV de son père, qui s'éloignait. Et elle a commencé à me hurler dessus. Elle m'a traité de tous les noms imaginables. Et croyez-moi, ma sœur possédait un vocabulaire très solide, lorsqu'elle était en colère. Puis, elle est devenue plus spécifique. Tu as manipulé grand-père, quand il était mourant. Tu l'as empoisonné contre nous. Tu as probablement réécrit le testament toi-même. Tu n'es même pas venu à ses funérailles, Katharina. Tu étais à Nashville, en train de faire la fête dans une boîte de nuit. Je n'ai pas pu avoir de vol de retour. Il y avait 12 vols ce jour-là. J'ai vérifié. Elle s'est tue. Son visage s'est tordu, en une grimace vraiment hideuse. Tu t'es toujours cru supérieur à moi. Toujours le bon petit-fils, le fils parfait. En attendant, tu n'es qu'un voleur, qui a eu de la chance. Dégage de ma propriété. Tu as exactement 10 secondes. Ou quoi? Ou je te fais arrêter pour violation de domicile. Je suis certain que la famille de Preston serait ravie d'apprendre ça. Toute couleur a quitté son visage, l'espace d'une fraction de seconde. Puis elle a repris ses esprits. Elle a juré qu'elle me le ferait regretter, qu'elle ruinerait ma réputation, et qu'elle ferait en sorte que je n'ai plus jamais un seul jour de tranquillité. Je lui ai répondu que tous ceux qui comptaient vraiment, savaient déjà exactement qui nous étions. Je lui ai suggéré de regarder autour d'elle, à l'endroit où elle se tenait. Elle était plantée sur la pelouse d'une maison dont elle s'était moquée, 3 ans auparavant. Elle essayait de voler les meubles d'un frère à qui elle n'avait pas parlé depuis 2 ans, alors même que son propre mariage, avec un héritier, s'effondrait lentement. Je lui ai lancé que la seule réputation qui allait être détruite aujourd'hui, c'était la sienne. Elle n'a rien trouvé à répondre. Elle est restée là, la bouche entr'ouverte, à chercher des mots qui refusaient de sortir. Ensuite, elle est remontée dans sa voiture, et a filé, faisant patiner ses pneus sur ma pelouse. Wade l'a regardé partir. Puis, il s'est tourné vers moi, et a déclaré que c'était la famille la plus tordue, qu'il ait jamais vue de sa vie. Je l'ai remercié pour son soutien. Il a rétorqué que les voisins étaient faits pour ça, avant de retourner bricoler sa Mustang, comme si de rien n'était. Les déménageurs avaient éraflé mon parquet en bois massif. 6 mois de travaux de finition gâchés, en seulement 20 minutes. J'ai passé le reste de la nuit à poncer, et à remettre une couche de vernis. C'était toujours mieux, que de ressasser ce que ma famille était devenue, ou peut-être, ce qu'ils avaient toujours été. 2 semaines après l'incident du camion de déménagement, Damien m'a appelé, pour me donner des nouvelles. Il avait fait quelques recherches. Il y avait un détail clochant, dans l'histoire de ma sœur. Elle prétendait être fauchée, noyée sous les dettes, incapable de payer un loyer. Mais elle conduisait une Mercedes flambant neuve. Elle postait toujours des photos de vacances, dans des endroits hors de prix. Elle portait des vêtements, et des accessoires de luxe. Alors, il a commencé à tirer les ficelles, à passer des coups de fil, et à vérifier les registres publics. Et ce qu'il a découvert était tout bonnement fascinant. « Tu es bien assis ?» m'a demandé Damien au téléphone. « Je devrais l'être. Ta sœur s'est mariée, il y a 14 mois de cela. Une cérémonie civile, au tribunal du comté de Fulton. Devine un peu qui étaient les témoins. Aucune idée. Victor et Donna Ferrante. Je suis resté pendant un long moment. Ils savaient. Depuis le tout début, ils étaient au courant. Attends,
c'est encore mieux. Son mari s'appelle Preston Whitmore. Preston Whitmore 4. Whitmore Développement, ça te parle? Les mêmes qui possèdent des centres commerciaux partout dans le nord de la Géorgie. Elle a épousé l'argent. Elle s'est mariée à un fonds fiduciaire. Et ce fonds est soumis à de strictes conditions. Si son épouse possède des biens, il perd son allocation mensuelle. Alors, devine un peu qui a passé son temps à prétendre qu'elle ne possédait rien. Toutes les pièces du puzzle se sont emboîtées. Le mariage secret. La belle famille cachée. Cette course désespérée vers de l'argent liquide, qui ne pouvait pas être tracée. Elle n'est pas fauchée, ai-je murmuré. Elle organise carrément une arnaque. En plein dans le mille. Katharina n'était absolument pas sur la paille. Elle était mariée. Elle s'était mariée 14 mois plus tôt, lors d'une discrète cérémonie civile, au tribunal du comté de Fulton. Pas d'annonce, aucune réception. Personne de la famille n'était présent, à l'exception de 2 témoins, notre père, Victor, et notre mère, Donna. Ils avaient gardé le secret vis-à-vis de tout le monde, moi y compris. Son époux s'appelait Preston. La famille de ce dernier possédait une société de promotion immobilière commerciale, gérant des galeries marchandes, et des centres commerciaux sur tout le nord de la Géorgie. Preston en lui-même n'était pas particulièrement accompli. Il détenait un diplôme de commerce dont il ne s'était jamais servi, et menait un train de vie, financé de A à Z par l'argent de sa famille. Mais son fonds fiduciaire lui versait, tout de même, environ 8 000 € par mois. Le mariage avait été gardé sous silence, pour une raison bien précise. Damian avait un contact, dans un cabinet d'avocats en droit de la famille à Atlanta, qui lui devait une faveur. Grâce à ce contact, il avait appris que le fonds de la famille Whitmore posait des conditions très claires. Si Preston se mariait sans l'approbation familiale, son allocation mensuelle serait amputée de moitié. Si son épouse possédait des actifs importants, ou provenait d'une famille fortunée, cette allocation pouvait même être purement et simplement supprimée. Les avocats du fonds effectuaient des examens financiers annuels, pour tous les bénéficiaires et leurs conjoints. Katharina avait fait croire à la famille Whitmore qu'elle ne venait de rien. Que ses parents étaient de modestes employés d'assurance de la classe ouvrière, vivant d'un chèque de paie à l'autre. Elle avait certifié n'avoir aucun héritage, aucune fortune familiale, ni aucun bien de quelque nature que ce soit. Elle avait déclaré que l'entreprise de son père périclitait, et que sa mère souffrait de problèmes de santé. Elle avait brossé un portrait d'elle-même bien misérable, comme une femme courageuse, qui s'était faite toute seule, surmontant des circonstances difficiles pour se bâtir une carrière. Tout cela n'était qu'un tissu de mensonges. L'agence de mon père était très rentable. Ma mère jouait au tennis 3 fois par semaine, et n'avait jamais été gravement malade de sa vie. Quant à Katharina, elle avait brûlé 95 000 € d'héritage, comme si ce n'était rien du tout. Elle s'était inventé un passé complètement factice, dans le seul but de réaliser un mariage d'argent. Elle avait menti pour s'assurer un mari riche. Et maintenant, elle exigeait que je lui remette 100 000 €, en espèces de préférence. Ainsi, elle pourrait les empocher discrètement, sans avoir à les déclarer aux avocats de la belle famille. S'il découvrait qu'elle avait perçu une somme pareille, il commencerait fatalement à poser des questions. Des questions qui, très vite, feraient s'effondrer l'édifice de mensonges qu'elle avait minutieusement bâti. Cette histoire n'avait absolument rien à voir avec les volontés de nos grands-parents. Il s'agissait purement et simplement d'une escroquerie. Ma sœur arnaquait sa belle famille, et elle avait désespérément besoin de moi, pour l'aider à dissimuler les preuves de son méfait. Mes propres parents l'avaient activement soutenue, dans cette démarche. Ils avaient assisté à ses noces secrètes. Ils avaient sciemment menti aux Whitmore, au sujet de la situation financière de notre famille. Ils avaient facilité chaque étape de cette fraude. Et par-dessus le marché, ils osaient me traiter d'égoïste, parce que je refusais de jouer le jeu. Je suis resté longuement silencieux, à assimiler ces informations. J'ai pensé appeler mes parents pour les confronter. Pour leur demander comment ils avaient pu me mentir ouvertement, m'accuser de fraude, ou tenter de voler mes meubles, tout en me cachant le mariage secret de leur fille. Mais je connaissais d'avance leur réaction. Ils trouveraient un moyen de retourner la situation contre moi. J'ai donc appelé mon avocate, Samantha. Je lui ai raconté tout ce que Damian avait déniché. Je lui ai demandé si nous pouvions exploiter ces éléments. Elle est restée pensive pendant un moment. Puis, elle a répondu que oui.
cela changeait complètement la donne. Si ma sœur invoquait des difficultés financières extrêmes, pour justifier sa demande de fiducie, elle devait impérativement le prouver. Et ce, sous serment, document à l'appui. Si jamais elle mentait, sur son statut marital ou sur sa situation financière réelle, cela s'appelait un parjure. Samantha a immédiatement déposé une requête, exigeant une divulgation financière totale. Chaque compte bancaire, chaque carte de crédit, chaque bien, tout devait être examiné. L'avocat de ma famille a tenté de bloquer la démarche. Samantha a mis ses arguments en pièces. Le juge a accédé à notre requête, et a programmé une déposition officielle. Le piège était tendu. La déposition a été fixée à un jeudi matin, dans les bureaux de Samantha. Leur avocat avait l'air totalement dépassé par les événements, et il en avait d'ailleurs bien conscience. Mon père et Katharina se sont présentés en personne. Ma mère n'est pas venue. Je me suis installé dans un coin de la salle de conférence, et j'ai regardé Samantha faire son travail. Elle a commencé par des questions toutes douces, sur ses conditions de vie, ses revenus personnels, et ses dépenses courantes. Elle a laissé Katharina débiter son beau discours larmoyant. Comment elle avait du mal à payer son loyer, comment ses cartes de crédit étaient dans le rouge. L'angoisse terrible, selon elle, de voir son frère se pavaner dans un manoir, pendant qu'elle peinait à faire ses courses. Katharina excellait à ce petit jeu-là. Elle avait beaucoup pratiqué. Sa voix se brisait aux moments opportuns. Ses yeux s'embuaient de larmes sur commande. Elle jouait à la perfection le rôle de la victime, comme elle l'avait fait toute sa vie. Puis, soudainement, Samantha a posé une question sur son état civil. « Mademoiselle Ferrante, êtes-vous actuellement mariée ?» Le visage de ma sœur s'est figé, l'espace d'une infime seconde. Une étincelle de panique a traversé son regard, avant qu'elle ne reprenne contenance. Je ne vois pas en quoi c'est pertinent. Sans dire un mot, Samantha a sorti le certificat de mariage, et l'a fait glisser sur la table. « Êtes-vous mariée à Preston Whitmore ?» Katharina a lancé un regard affolé à son avocat. Ce dernier a regardé mon père. « Oui », a fini par lâcher Katharina. « Je suis marié. » Et vous n'avez pas jugé bon de le mentionner dans vos documents initiaux, car il s'agit d'une affaire privée. Une affaire privée, oui. Samantha a acquiescé de la tête. Très bien. Parlons alors des revenus de votre mari. C'est là que les choses ont pris une très mauvaise tournure. Samantha a posé des questions sur les revenus de Preston, sur le fonds familial, et sur ses distributions mensuelles. Elle a évoqué les obligations de divulgation financière, détaillées dans le contrat de mariage. L'avocat de Katharina a formulé une objection. Il a soutenu que cela dépassait le cadre de la procédure. Samantha a rétorqué, d'un ton ferme, que c'était directement lié à la prétendue détresse financière. Si la plaignante percevait un soutien financier considérable par l'entremise de son époux, cela contredisait totalement l'affirmation, selon laquelle elle aurait eu un besoin urgent de fonds. L'objection a été rejetée. Katharina n'a eu d'autre choix que de répondre. Elle a pris beaucoup de temps pour s'exécuter. Elle a fait de son mieux pour rester évasive. Mais Samantha l'a coincée implacablement, sur chaque détail. Combien Preston percevait-il exactement par mois? Environ 8 000 €. Katharina avait-elle personnellement accès à cet argent? Elle vivait dans une immense maison appartenant à Preston, et conduisait une voiture qu'il louait. Avait-elle des dépenses personnelles, qui n'étaient pas prises en charge par les revenus de son mari? Elle a hésité, avant de bredouiller qu'elle avait des dettes de carte de crédit, antérieures au mariage. Samantha lui a alors demandé de préciser le montant exact. Katharina a prétexté ne pas en être tout à fait sûre. Samantha a sorti les formulaires de déclaration financière, que Katharina avait remplis avec la plainte initiale. Des documents sur lesquels elle avait juré, sous peine de parjure, qu'elle traînait 67 000 € de dettes, et ne disposait d'aucun bien immobilier, ni revenu conséquent. Samantha lui a demandé si ces chiffres étaient toujours exacts aujourd'hui. Katharina a regardé son avocat. Il a acquiescé. Elle a alors répondu par l'affirmative, certifiant que tout était exact. Samantha a sorti un dossier, contenant des relevés de cartes de crédit, des extraits bancaires, et divers documents financiers, obtenus par assignation auprès de 3 institutions différentes. Le dossier démontrait que Preston avait effacé 45 000 € de dettes, seulement 3 jours après leurs noces, en guise de cadeau. Le solde restant dû sur l'ensemble de ses comptes s'élevait, à ce jour, à 11 800 €.
Ce n'était pas rien, certes, mais on était très loin de la noyade financière, dont elle nous rebattait les oreilles. Pire encore, les relevés attestaient de virements réguliers, sur le compte personnel de Katharina, depuis un compte joint qu'elle partageait avec Preston. Entre 1000 et 2000 euros par mois, chaque mois, depuis les 14 derniers mois. De l'argent qui n'avait jamais été déclaré, et qui faisait passer ces jérémiades pour une imposture éhontée, conçue pour justifier de me voler. Samantha a voulu savoir pourquoi Katharina avait gonflé ses dettes à hauteur de 67 000 euros, alors que le montant actuel était inférieur à 12 000. Elle lui a demandé pourquoi elle avait caché son mariage, les revenus de son mari, et l'existence du compte commun. L'avocat de Katharina s'est empressé de demander une suspension de séance. Ils se sont absentés pendant plus d'1 heure. À leur retour, Katharina avait l'air d'avoir reçu une énorme gifle. Son avocat donnait l'impression de vouloir démissionner sur le champ. Mon père restait raide sur sa chaise, refusant obstinément de croiser le regard de qui que ce soit. L'avocat a annoncé qu'il retirait purement et simplement toutes leurs requêtes, abandonnant définitivement les poursuites, avec interdiction de les relancer. Aucun accord amiable, aucune condition. C'était une reddition totale et absolue. Il a humblement sollicité que nous renoncions à des poursuites pour parjure, concernant les mensonges financiers. Samantha m'a lancé un regard. J'ai réfléchi un instant. Je veux une lettre d'excuse formelle, signée par tous les trois, reconnaissant avoir formulé de fausses accusations, dans le but de m'escroquer. Mon père a pris la parole, pour la première fois depuis le début de la déposition. Absolument pas. Jamais de la vie. Victor. Samantha lui a violemment coupé la parole. Votre fille vient de se parjurer sous serment. Votre propre épouse a couvert une fraude matrimoniale d'envergure. Vous vous êtes rendu coupable d'une tentative de cambriolage, avec des témoins. Je peux vous envoyer tous les trois devant un juge, d'ici à vendredi. Par conséquent, vous signerez tout ce que mon client exigera. Dans le cas contraire, je ferai de vos 3 prochaines années, un véritable cauchemar. Est-ce que c'est clair? Le silence s'est lourdement prolongé. Le visage de mon père a traversé une demi-douzaine de nuances de rouge. Très bien, a-t-il fini par dire. Donnez-moi ce papier. Ils ont signé les excuses. Mon père a quitté la pièce, sans m'accorder un regard, mais Katharina s'est arrêtée à la porte. Ce n'est pas terminé, a-t-elle sifflé. Je ne te pardonnerai jamais ça. Je l'ai jaugé du regard. L'enfant chéri, celle qui avait tout eu, et qui en voulait toujours plus. Katharina, je n'ai pas besoin de ton pardon. Elle a claqué la porte derrière elle. La semaine suivante, j'ai déposé une demande d'ordonnance restrictive. Je possédais largement assez de preuves documentées. Samantha s'est chargée de la paperasse. L'audience a duré moins d'1 heure. Le juge a accordé une ordonnance de protection, interdisant à mon père, ma mère, et ma sœur, de s'approcher à moins de 150 mètres de moi, ou de ma propriété. Il leur était interdit de me contacter par quelque moyen que ce soit. Ils n'avaient pas le droit de faire appel à des tiers pour le faire. La moindre violation entraînerait leur arrestation immédiate. Ils ne l'ont jamais enfreinte. À la place, ils se sont effondrés à petit feu. Damien m'a tenu informé, trouvant la tournure des événements particulièrement divertissante. L'agence d'assurance de mon père a pris un coup terrible, dès que la nouvelle de l'ordonnance a circulé. Dans une petite ville comme Covington, les nouvelles vont vite. Lorsque les gens ont appris que le propre fils de Victor Ferrand avait dû solliciter la protection de la justice, contre sa famille, ils ont commencé à poser des questions. Quel genre d'homme pouvait traiter ses enfants de manière si épouvantable, qu'un juge doive intervenir? 3 de ses plus gros clients sont partis en 4 mois. Il a dû licencier 2 employés, et relocaliser son agence dans des bureaux plus modestes. Le Rotary Club a discrètement cessé de l'inviter, pour prendre la parole lors d'événements. Sa réputation, bâtie sur 30 ans, s'est effondrée en moins d'1 an. Ma mère a cessé de se montrer, aux réunions de son club de jardinage. Trop de regards en biais, trop de conversations murmurées, qui s'arrêtaient lorsqu'elle entrait dans la pièce. Elle a raconté que j'avais été manipulé par une petite amie, qui m'avait monté contre ma famille. Ce qui était comique, étant donné que je n'avais pas de petite amie. J'avais un chien. Elle s'appelait Rosie, un croisement de berger australien, doté d'un œil bleu, et d'un œil marron. Je l'avais trouvée au refuge pour animaux, 2 mois après la validation de l'ordonnance restrictive.
Elle y était depuis 6 semaines, parce qu'il lui manquait un bout d'oreille gauche, et que les gens préfèrent les chiots sans aucun défaut. Elle s'est assise dans son chenil, et m'a regardé, avec les yeux les plus lasses, et les plus pleins d'espoir que j'ai jamais vus. Je l'ai ramenée à la maison ce jour-là. Elle s'est révélée être la meilleure décision que j'ai prise, depuis le début des travaux sur cette maison. Elle ne demandait qu'à faire de longues promenades, dormir sur le canapé, et aboyer après les écureuils du jardin. Elle m'attend toujours fidèlement à la porte, et se met à sauter de joie, dès qu'elle me voit revenir du travail. Le mariage de Katharina a duré 8 mois de plus. La famille de Preston a fini par découvrir la vérité. Pas seulement au sujet du procès, mais sur tout le reste. Les mensonges sur ses origines, les dettes cachées, et le règlement secret avec moi. L'un des avocats du fonds familial a trouvé la lettre d'excuse signée, lors d'un contrôle de routine. Le contrat de mariage prévoyait une clause de fraude. Lorsqu'ils l'ont utilisée, Katharina est repartie les mains vides, avec seulement ses vêtements, et ce qui tenait dans sa voiture. Aux dernières nouvelles, elle vivait dans un modeste 2 pièces à Marietta, et travaillait dans une société de gestion immobilière. Fini la Mercedes. Fini les photos de vacances, elle doit simplement assumer les conséquences de ses propres choix. Wade a terminé de restaurer sa Mustang, environ 6 mois après la fin de toute cette histoire. Un rouge cerise éclatant, avec des bandes de course blanches. Une machine magnifique. Il me laisse la conduire de temps à autre, quand je l'aide pour des travaux chez lui. Hélène m'apporte toujours du pain aux bananes, quand elle en prépare. Ils sont devenus une sorte de famille, celle que j'aurais dû avoir. Damien descend à Covington, une fois de temps en temps. On fait griller des steaks dans le jardin. Il plaisante en disant que je suis son client préféré, parce que, moi, je paie mes honoraires. La maison tient toujours debout. Et elle est toujours aussi superbe. Au printemps dernier, j'ai aménagé un potager dans la cour arrière, pile à l'endroit précis où grand-mère cultivait ses tomates, il y a 50 ans de cela. J'avais déniché de vieilles photos de son potager, dans un album endommagé au grenier. Le même emplacement exact, la même exposition au sud, les mêmes tuteurs en bois pour les plants. J'aime imaginer qu'elle en serait très fière. J'aime croire que grand-père pourrait déambuler dans ses pièces, et reconnaître ce que j'ai essayé de faire. Sauver quelque chose qui en valait vraiment la peine. Parfois, je repense à ma famille. Je me demande sincèrement, s'ils ont fini par réaliser ce qu'ils ont perdu. Pas l'argent, pas la maison. Moi. Je les aurais aidés, s'ils m'avaient ne serait-ce qu'une fois traité, comme si je comptais pour eux. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils m'ont considéré comme un objet à utiliser. Et quand j'ai dit non, ils m'ont traité d'égoïste. En ce moment même, je suis assis sur ma véranda. Rosie dort paisiblement, à mes pieds. Le soleil se couche doucement, sur Covington. Mon voisin d'en face arrose tranquillement son gazon. Des enfants font du vélo. C'est calme. La vie est enfin apaisée.